Alors, on va plonger dans les arcanes et le labyrinthe du pouvoir russe, d'un double pouvoir même, l'Église d'un côté, et puis l'État, Vladimir Poutine, les services secrets de l'autre, avec Sergueï Girnov. Bonjour. Bonjour. Je pense que la plupart des gens vous ont un jour au moins aperçu à la télévision, parce que vous devez être l'espion russe, ex-soviétique d'ailleurs, le plus connu en francophonie. Hein. Je crois, oui. Oui. C'est ça. On vous voit régulièrement sur les chaînes de télé intervenir, surtout depuis évidemment le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, alors vous avez été espion pour le KGB, vous avez eu un début de carrière, on va dire, sous la période soviétique, et puis il y a eu l'effondrement de l'URSS, la Russie, et puis dans les années 90, je crois, vous êtes parti, vous êtes installé à Paris. C'est ça, en 92. Ouais. Ah oui, parce que vous dites 90 comme nous, en fait, c'est vrai. Quand je suis en Belgique ou en Suisse, j'utilise des... C'est bien. Quel souvenir vous gardez de cette période de l'époque soviétique ? Moi, j'ai une approche assez trouble par rapport à ça, parce que j'en ai profité quand même. Ça veut dire que j'appartenais quand même à l'élite, mes parents appartenaient à l'élite. Ouais. Je vivais dans la capitale, je vivais dans la Silicon Valley soviétique. On avait déjà, pendant mon enfance, c'est une enfance heureuse. Ouais. On était dans une ville fermée où il y avait, tous les magasins étaient bien achalandés. À Moscou, il y avait toute la culture. Moi, j'ai fait les études qui m'ont amené vers les études les plus prestigieuses en URSS. Après, je suis rentré au KGB, mais aussi, non pas au KGB qui persécutait les gens dans les goulags, mais dans le service d'espionnage. Ouais. Après, à l'intérieur du service d'espionnage, à le service des illégaux, parti à l'étranger, j'ai fait de la télévision. Donc, en même temps, vous savez, j'ai eu du mal à dire du mal de cette période, parce que moi, personnellement, j'en ai profité et j'ai très, très bien vécu. Avant qu'on parle de votre livre, Les pires amis, je vais quand même faisais cette réflexion, c'est que j'ai l'impression que parmi la population russe aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui ont du mal à dire du mal de la période soviétique, parce qu'en fait, finalement, c'était pas terrible, mais après, c'était pire. Oui, en fait, il y a un phénomène qui est différent par rapport à moi, parce que moi, j'étais assez vite, j'étais devenu enfin, pas anti-soviétique, j'étais devenu plutôt dissident. Ça veut dire je savais les dessous des dissident cartes. Dans le système. Dans le système. En fait, je profitais du système, mais je n'étais pas, si vous voulez, je montais pas sur les barricades. Voilà. Pour le reste de la population, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Union soviétique, c'était un régime autocratique, mais c'est un régime paternaliste. C'est un régime qui, en fait, prenait soin de vous, et même si vous payez mal, même si vous soignez mal, même si il faisait tout mal, mais vous avez la garantie, dès que vous naissiez, vous saviez très très bien que à 8 ans, vous entrez dans l'école, à 17 ans, vous sortez de l'école, vous rentrerez très certainement à l'université, ou sinon, vous allez, l'emploi qui est garanti, la retraite garantie. Donc, en fait, vous voyez votre vie toute faite, toute tracée. Donc, avec très peu d'inconvénients. Et même si l'État... Il fallait se taire. Il fallait se laisser faire. Mais vous savez, pour beaucoup de gens, en fait, c'est très convenable, en fait, et c'est beaucoup plus facile, en réalité, de pester à la cuisine sur le régime et en même temps être pris en charge, parce que, en fait, vous êtes des grands enfants. Et puis, il y a l'État paternaliste qui pense pour vous, qui prend soin de vous. Donc, c'est très rassurant aussi. C'est ce qui fait peut-être qu'on a l'impression, en tout cas, vu d'ici, enfin, moi, j'ai cette impression, qu'en Russie, on a tellement ce culte du chef fort dont on a besoin, quelque part, du guide, parce que finalement, il n'y a pratiquement jamais eu de démocratie, si ce n'est la parenthèse Yeltsin. Et je ne sais pas si on peut appeler ça de la démocratie. C'est ça. La Russie n'a connu la démocratie que très peu dans le passé, où il y avait la démocratie de Novgorod, de Vladimir, etc., avec les grandes assemblées générales des villes-cités, des cités-États. Et puis après, plus jamais. Non. Et c'est même devenu le Far West à un moment donné, pire encore que le Far West. C'est ça. Et le truc aussi, c'est que la démocratie et la liberté, il fallait savoir les utiliser. Et les gens qui ont pas forcément les talents d'utiliser, ils étaient perdus, et finalement ils se sont dit, sous le communisme, c'était mieux. Oui. Et maintenant, il y en a une certaine frange, en tout cas, qui défend Poutine parce que c'est le grand chef et que quelque part ça les rassure un peu. C'est un peu ça le problème. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez désolant, parce qu'en même temps,
temps, c'est quelqu'un qui a volé en fait le pays. Ça veut dire que lorsque vous regardez la part qui est restée au peuple, en fait, le pays qui est aussi riche, il aurait pu avoir, comme les Saoudiens, les gens qui ont des revenus la annuels, rente du pétrole, les revenus de pétrole. Et en fait, non. C'est ça aussi les différences. Il y a quelques oligarques qui l'ont. Voilà, et vous le dites dans votre livre, Sergueï Girnov, qui s'appelle donc Les pires ennemis. Alors, vous annoncez la couleur dès le 4e de couverture. C'est un roman. Oui, mais c'est un roman dans lequel vous avez mélangé tellement de vérité, enfin, en tout cas, on le suppose, que à chaque page, on se demande où est la fiction, où est la réalité. À l'origine, il y a deux personnages, il y a deux rivaux. Il y a Poutine d'un côté, il y a le patriarche donc de l'Église orthodoxe russe de l'autre. Poutine, le petit chétif de Saint-Pétersbourg, qui va, après avoir été raillé, violé, enfin, il a tout subi, il va trouver sa voie, en fait. C'est ça que vous racontez. C'est ça. En fait, c'est pas lui qui a trouvé sa voie. Parce que ça aussi, je le dis pas, mais je l'ai dit aux interviews, Poutine, c'est pas un homme politique. Poutine, c'est pas un idéologue. Ça veut dire qu'il n'a pas créé... contrairement, par exemple, à Hitler. Hitler a écrit son Mein Kampf, il s'est présenté aux élections, il a su attirer vers lui des foules. Poutine n'a jamais fait ça. Poutine s'est retrouvé... Un opportuniste. C'est un opportuniste qui se retrouvait à plusieurs reprises, à partir de 91 ou 90, où il fallait, à chaque fois, quand il fallait. Bonne place au bon moment. Voilà. Alors, il prend cher dès le départ dans votre livre, parce que vous expliquez, vous décrivez un Poutine homo-refoulé et homophobe, dont la carrière se serait arrêtée s'il ne s'était pas marié, parce qu'en fait, il avait des aventures avec ses lieutenants, hommes donc. Ça, il a raconté quasiment lui-même. Ah ouais? Et donc, mais pour ne pas être obligé de citer les sources, et pour vous troubler aussi, et troubler mes lecteurs, j'ai écrit un roman. Donc, après, vous savez, Alexandre Dumas, quand il a écrit ses 3 mousquetaires, quand il a pris un roi de France, la reine de France, quand il a pris le cardinal Richelieu, etc., quand il a pris les vrais personnages historiques, il a rajouté les D'Artagnan, les Porthos, les Aramis, il a fait exactement la même chose. J'espère que mon livre va vivre aussi longtemps que les 3 mousquetaires, sans la prétention de faire une œuvre aussi grandiose que les 3 mousquetaires. On voit rapidement le schisme qu'il y a entre la religion et l'État dans votre livre, parce que Poutine et quelques-uns de ses proches, il y a Shoigu par exemple, je pense dans l'aventure, très branché chamanisme, avec même jusqu'à des sacrifices d'animaux, etc., des bains de sang et tout. C'est voilà, les religieux, ça leur plaît pas. Les religieux, ça ne leur plaît pas, et surtout que Poutine n'est pas un croyant, n'est pas un vrai croyant. Et donc, Poutine n'a pas besoin... il n'est pas le premier à utiliser la religion en politique. Voilà, Saddam Hussein n'était pas religieux, il a utilisé l'islam sur la fin aussi. C'est justement ça qui fait d'eux les pires amis. Ça veut dire qu'en fait, le patriarche sait que Poutine l'utilise. Et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, en fait, Patriarche voudrait utiliser Poutine un peu plus. Il voudrait devenir le vrai idéologue de l'État. Mais la constitution russe interdit ça. Donc en fait, l'Église est séparée de l'État. L'Église ne peut pas être la religion orthodoxe officielle de l'État. D'ailleurs, dans ce roman, je pousse les trucs au maximum, et à la fin, je fais de cette Église l'Église de l'État. Oui, avec les légions du Christ, etc. Dont on ne va pas trop dévoiler non plus, parce que non. C'est à la fois, il y a une part d'information dedans, il y a une part de roman, avec un peu de romance aussi par moment, mais beaucoup de thriller aussi, évidemment. Oui, bien évidemment. En fait, j'ai voulu m'amuser déjà moi. Parce qu'effectivement, c'est après 2 livres très sérieux, les essais dans lesquels il faut à chaque fois citer les sources ou être basé sur les sources concordantes, etc. Vient un moment où on en a marre, et donc on a envie aussi de s'amuser, et on prend en fait le roman comme un outil dans lequel on peut inventer des choses, rajouter des choses. On peut remplir les blancs en fait. Remplir les blancs qu'on devine. Mais on ne peut pas les citer dans un essai documentaire, parce qu'on n'a pas de source, on n'a pas de document qui le prouve. Et puis aussi prédire peut-être, en forçant les traits, prédire peut-être l'avenir, ce qui s'est passé déjà dans le livre. Parce que vous savez, tout simplement, j'ai rendu le texte au mois de février cette année. Un mois après, il y a eu l'attentat de Crocus.
Ouais. Moi, j'ai eu dans le livre l'attentat sur Victoria. J'ai failli même changer le nom. Mais après, je me suis dit non, c'est pas la peine. Parce on que est dans une fiction, enfin, je veux dire. On est dans une fiction. Ouais. Mais on comprend que ça... Oui, on fait le lien avec celui-là, mais avec d'autres attentats qui ont eu lieu par le passé aussi. Là, les attentats des Tchétchènes, etc. Les attentats des Tchétchènes. Il y a quelques jours, il y a eu les synagogues et les églises qui étaient massacrées au Daghestan avec les policiers. Et donc ça je l'ai mis aussi dans le livre. Donc vous voyez, en s'amusant, et on peut quand même prédire l'avenir. Alors j'espère que la vie se terminera aussi bien que votre livre. Et je ne dis rien, il faut aller voir parce qu'il y a des twists évidemment, il y a des retournements de situation qui sont... voilà. Il y a un truc qui est quand même important aussi, qui fait aussi un large chapitre de votre livre, Les pires amis Sergueï Girnov, c'est l'art du compromat. Ça, c'est quand même une technique totalement KGBiste encore. C'est donc l'art de compromettre soit de ses amis, soit de ses ennemis, enfin, ou les idiots utiles, quoi, mais pour les avoir sous contrôle. En fait, dans la vie de l'État russe, il n'y a pas d'amis, d'ennemis. Hein. Tout le monde est dans le même bain. Et il que des opportunistes, en fait. Il n'y a que des opportunistes. Ouais. Et donc, pour rester l'opportuniste qui gagne, il faut avoir les armes contre ceux qui... Il faut les dossiers, quoi. Il faut les dossiers contre la concurrence. Et donc tout le monde a les dossiers. Et ce que je raconte aussi, c'est qu'en fait, l'Église orthodoxe, le patriarcat de Moscou, c'est un service de renseignement. Oui. C'est un service de renseignement. C'est un KGB ecclésiastique. C'est un KGB ecclésiastique avec un service d'espionnage qui est dans le monde entier ecclésiastique. Et donc notre ami Kirill, lui, il a commencé sa carrière déjà à Genève quand il a représenté le patriarcat de Moscou comme au Conseil œcuménique mondial. Voilà, avec un goût immodéré pour les jolies choses, l'argent, enfin voilà. Absolument. Tout ce qui a priori n'était à l'époque vraiment pas communiste ni soviétique. Hein. Ni religieux. Ni religieux aussi, c'est vrai. Ni chrétien. C'est vrai. Parce qu'il était moine quand même. Oui, c'est vrai. Il reste d'ailleurs moine. Voilà, mais alors il y a aussi là-dedans l'alimentation par un bien placé dans le régime de réseaux de vidéos pédophiles en prenant sous son aile des jeunes garçons paumés, des SDF, dont un que vous racontez dans le livre. Alors là aussi... On sent bien que c'est de la fiction, mais c'est basé sur des faits réels, des choses avérées. C'est basé sur faits réels, parce qu'en fait, pendant la période déjà du capitalisme sauvage des années 90, on a eu donc pas mal de gamins qui sont retrouvés, vous savez, des parents alcooliques qui consommaient de la drogue. Et plus la prise en charge de l'État, plus le papa au-dessus. Et plus le papa. Et effectivement, plus la prise en charge de l'État. Donc les gamins par millions, en fait, qui étaient dans la rue et qui étaient récupérés par tous les réseaux, y compris par les réseaux qui faisaient d'eux en fait les objets sexuels qui étaient servis après sur le plateau aux riches, y compris aux gens qui sont au pouvoir, en même temps avec la possibilité de le faire chanter. Donc la fiction n'est pas très loin de la vérité. Ouais, et c'est ça qui est perturbant quand on lit le livre, et en même temps c'est ce qui fait le sel aussi évidemment, c'est ce qui donne envie de tourner les pages. C'est ce que j'ai voulu faire. Voilà, j'ai voulu en fait on se dit ça, non c'est vrai ça, c'est possible. J'ai voulu en fait un tout petit peu vous provoquer. Oui. Vous provoquer, vous intéresser, parce que il a fallu aussi avoir un livre qui peut se lire sur la plage, qui peut se lire dans un train, en partant en vacances, donc vous pouvez l'emporter, vous allez vous amuser, même si ça vous intéresse absolument pas. C'est un roman d'espionnage. C'est un roman d'espionnage, en fait, comme un autre. Même si vous n'arrivez pas à prononcer les noms, vous les laissez tomber. C'est parfois un peu compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas grave, en fait. Vous laissez tomber. Le rôle prend. Voilà, la trame est compréhensible, même si vous aurez parfois du mal avec les noms russes. Ouais. Moi, j'ai une question quand même, avant qu'on se quitte, Sergueï Girnov. Comment vous faites pour tenir le coup? Parce que vous êtes un ancien espion passé à l'Ouest, comme on disait avant quand j'étais gamin, même si aujourd'hui, il n'y a plus de rideau de fer. Donc à l'Occident, en dénonçant le Kremlin, Poutine, ses sbires, c'est plus dangereux que la vie de Salman Rushdie. Et il y en a qui ont bu du polonium pour moins que ça. Comment vous faites? Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont raconté sur Poutine beaucoup plus de choses que moi, finalement. C'est vrai. Sergueï Pogatchev, c'est quelqu'un qui a passé avec Poutine 10 ans de proximité directe de travail, et donc il sait sur lui 1000 fois plus de choses que moi, et ça, il a raconté dans ses interviews, et il est toujours vivant, hein, donc ça se trouve qu'ils nous prennent pas au sérieux. Ça veut dire que c'est plus dangereux d'attenter à sa fortune qu'à sa réputation ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je crois que oui. Parce que prenez par exemple le Prigojine avec son putsch de l'année dernière. C'est plus l'attaque sur la fortune. Hein, parce que, en fait, Prigojine a voulu passer le message comme quoi c'était lui le milliardaire. Et en fait, Poutine a fait une chose qui était contre-productive pour lui. Il a dit non, il n'a jamais eu l'argent, c'est mon argent, c'est l'argent de l'État. Et on lui dit mais Wagner, c'est une structure qui n'existe pas. Il a dit oui, cette structure n'existe pas et j'ai mis de l'argent de l'État là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, même le procureur général de Russie, l'année dernière, aurait dû demander la démission de Poutine. Mais vous voyez, donc en fait, l'argent, ça, c'est plus important et pour Patriarche et pour Poutine. Patriarche, vous savez, il a obtenu pour l'Église la détaxe des importations de l'alcool et du tabac. L'Église orthodoxe, des cigarettes aussi. C'est ça. Donc les cigarettes et l'alcool, et donc les objets de péché. Oui. C'est l'Église qui les importe et qui se fait. De l'argent dessus. Enfin, il y a une phrase française, quelque chose en or. Voilà. Voilà. Je vois à quoi vous faites allusion. Je pense que tout le monde aura compris. Voilà, c'est très intéressant et parfois on est surpris tout le temps. Ça s'appelle Les Pires Amis et c'est de Sergueï Girnov. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci.